Donc, je vais introduire Maya avant qu'elle ne commence. Donc, Maya Neff est doctorante en sociologie, en co-tutelle de thèse à l'École normale supérieure de Lyon, au laboratoire Triangle et à l'Université Laval de Québec. Et Maya est aussi professionnelle de recherche à l'École nationale d'administration publique de Montréal, où elle se trouve actuellement d'ailleurs. Sa thèse analyse les pratiques professionnelles en addiction sous l'angle du genre et s'intéresse à l'évaluation, le soin et l'accompagnement proposés à des personnes usagères de drogue, plus particulièrement à des femmes, au sein d'institutions spécialisées en addictologie et réduction des méfaits en France. Son intervention aujourd'hui portera sur le travail émotionnel en centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, donc un XAPA, en analysant les réactions des professionnels face à la maternité. Voilà, et Maya, c'est à toi. Pour préciser un petit peu sur mon travail de thèse, qui a beaucoup changé depuis son commencement, ma thèse porte sur donc l'accompagnement, l'évaluation, la prise en charge et l'intervention auprès de publics usagers de drogue dans des structures en addictologie, donc des XAPA, et en réduction des méfaits, un CARUT. Donc plus précisément, l'accompagnement auprès de femmes. Donc je m'intéresse aux pratiques professionnelles, à la prise en charge institutionnelle sous l'angle théorique, notamment du genre. Donc, pour réaliser mon enquête de thèse, j'ai sélectionné 2 structures, 2 échantillons témoins, si l'on veut. Un CARUD, et qui est un des rares en France, donc à l'époque où j'ai fait mon terrain, c'était il y a 3 ans environ, qui disposait d'un espace dédié aux femmes et non juste une plage horaire ou pas du tout. Et un XAPA qui, à l'inverse des autres XAPA, recevait une majorité de femmes. Donc, on était plus dans un ratio de 70% de femmes parce que ça n'a pas axé sur la parentalité. Donc, un premier élément déjà. Et j'ai mené des entrevues avec des professionnels en XAPA et en CARUD et j'ai réalisé aussi dans le XAPA 3 mois et demi d'observation. Et je vais d'ailleurs mobiliser pour la présentation aujourd'hui ce dernier terrain, le terrain XAPA, où j'ai mené des observations et des entrevues avec quasiment la totalité des professionnels qui exerçaient. Donc, une des dimensions qui m'a particulièrement marquée sur mon terrain, au cours des différentes situations, interactions que j'ai pu observer, c'est la question des émotions. Donc, les émotions, pour un, pour un petit rappel, les émotions ici sont considérées comme participant activement à la compréhension des dynamiques qui rythment les relations sociales et les interactions, et aussi comme participant à la compréhension de la nature et des modalités des évaluations, morales notamment, qu'elles soient positives ou négatives, et des jugements, notamment le jugement de ce qui peut poser problème, entre guillemets. Donc, ce qui m'a guidée dans ma réflexion pour travailler cette présentation, c'est au final, qu'est-ce qui, dans un espace, là, un XAPA en particulier, peut susciter, par exemple, une expression publique d'émotion, pour reprendre, des mots de Patricia Paperman, et dans quel contexte, par qui et comment cela se traduit-il? Et en quoi, au final, ces expressions publiques émotionnelles peuvent participer à des phénomènes d'évaluation et de catégorisation. Donc, pour appréhender ces questions et illustrer, je vais partir d'une situation, d'un exemple, parce que c'est donc ce que je vous disais, la question des émotions, j'ai pu l'observer dans vraiment une diversité de situations. Mais là, je vais me servir d'un cas pour questionner la place des émotions dans les évaluations, jugements, perceptions à un moment particulier d'un suivi. Donc, en fond de toile aussi de cette présentation, il y a aussi bien sûr la question du genre, du féminin, du sexe, euh, parce qu'il faut savoir que dans cette structure, ce sont aussi quasiment que des femmes, sauf le chef de service, le chef d'établissement et un éducateur, mais ce sont quasiment que des femmes qui travaillent principalement auprès d'autres femmes, des femmes qui, pour une majorité, sont en situation donc de précarité. Et le genre aussi en filigrane, parce qu'on sait que les métiers du care, le relationnel, sont à composante très féminine, ce sont des métiers à composante très féminine, et que structurellement, on va aussi avoir tendance à associer le care, le soin au féminin, de manière parfois essentialisée, prêtant aux femmes, de manière parfois oui, naturalisée, des dispositions pour le care, et qui vont d'ailleurs pas faire l'objet forcément d'une reconnaissance particulière,
d'un travail du care, notamment dans les milieux professionnels. Bref, revenons à notre cas et changeons de diapositive. Je vais vous parler de Sophia, donc une patiente, donc c'est un nom d'emprunt, une patiente qui fréquente la structure depuis 3 ans et qui vient un matin avec notamment une demande, celle de retirer son implant contraceptif que la médecin gynécologue de la structure, et qui l'a su dans le XAPA, lui a posé il y a quelques mois. Donc elle veut retirer son implant pour un projet d'avoir un bébé avec son nouveau partenaire qu'elle a rencontré quelques semaines plus tôt. Pour mieux comprendre aussi le cadre contextuel et la situation dans laquelle interviennent les professionnels, dans lequel ils prennent leurs décisions et vont réaliser un travail émotionnel, je vais quand même vous donner quelques éléments par rapport à Sophia, des caractéristiques en fait que j'ai pu récolter, que ce soit au cours des réunions cliniques, au cours des échanges informels aussi avec Sophia, auprès des professionnels et au cours des entrevues. Donc Sophia, elle a 30 ans au moment où je fais mon terrain. Elle vit à droite à gauche, elle a des pratiques actives de drogue, donc crack, alcool, des pratiques de prostitution. Elle a fait de la prison et au début de mon terrain, elle a une relation avec quelqu'un donc qui la violente, et à la fin de mon terrain, elle vit avec un homme dans un squat qu'elle a rencontré peu de temps avant et avec qui elle souhaite avoir un enfant. D'où la question du retrait de son implant. Elle a aussi 4 enfants qui sont tous placés, dont le dernier a environ 6 mois et en pouponnière, des enfants qu'elle ne voit plus. Et le suivi avec les professionnels a commencé d'ailleurs avec cette dernière grossesse, après avoir été orientée par un CARUT vers ce XAPA. Donc d'ailleurs, à une réunion, les professionnels précisent par exemple que Sophia a quand même plus, je cite, des demandes de type CARUT. Voilà pour vous dresser un très gros portrait en fait de ce qui va être considéré comme, par les professionnels comme un accompagnement compliqué. Voilà, donc il y a une demande, Sophia arrive un matin avec cette demande de retrait d'implant. Seulement, sa médecin et son éducatrice référente ne sont pas d'accord avec cette décision et vont refuser d'y répondre. Les 2 pensent que c'est que c'est vraiment une très mauvaise idée et vont évaluer négativement sa propension au final à accomplir une autre grossesse et à être mère de nouveau si l'implant est enlevé pour mener à bien son projet. Petite précision, bien que les situations soient discutées à chaque fois en équipe, chaque semaine, je vais m'intéresser vraiment ici aux réactions et aux perceptions, surtout de sa médecin, heu, j'ai appelé Nicole, et son éducatrice référente que j'ai appelée Audrey. Parce qu'au final, c'est avec ces 2 personnes que Sophia est le plus en lien, et que la médecin, c'est la médecin addictologue en fait, et gynécologue aussi de la structure, et que donc concrètement, ce sont auprès de Sophia, de la patiente, c'est d'eux qui ont un pouvoir d'agir et auxquels Sophia s'adresse. Voilà, donc l'éducatrice et la médecin vont donc user de différentes stratégies et méthodes pour dissuader Sophia. Alors, d'une part, en premier lieu, quand Sophia est dans la structure, sa référente va dans un premier temps, son éducatrice référente va vraiment au début essayer d'utiliser l'humour. Elle va lui dire, quand Sophia lui explique son projet: «Ah non, mais c'en est hors de question». Elle va le répéter plusieurs fois, et quand je demande à Audrey, pourquoi elle a choisi l'humour aussi au début pour exprimer ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, Audrey me répond: «Parce que», je cite, «parce que Sophia, elle est tellement à l'ouest, tu vois, quand elle te l'annonce, c'est une enfant de 14 ans, si je m'énervais, de toute façon, ça changerait rien, donc je vais lui dire sur le ton de l'humour: "Ah c'est mort, c'est hors de question que vous ayez un enfant", et je vais le dire en rigolant". Voilà, donc en pratique, d'ailleurs, lorsque au bout d'un moment, Sophia essaye aussi de dire, «oui, mais», et d'essayer d'argumenter son projet, là, par contre, son éducatrice va ajouter plus sérieusement: «Non, mais je rigole, mais en soi, je ne rigole pas. C'est une mauvaise idée, ça ne serait pas une bonne chose de le faire». Heu et mobiliser comme argument après derrière, le fait que Sophia doit être sûre aussi de sa relation amoureuse, commencée quelques semaines plus tôt.
avant de faire sa demande de retrait d'implant contraceptif et de décaler ce projet et d'attendre quelques mois. Heu, Après, dans la mesure où initialement Sophia persiste et cetera, que ce soit sa référente, éducatrice ou son médecin, les 2 vont vouloir par contre la voir en entrevue pour reposer les choses. Je cite aussi, reposer les choses de façon déjà plus cadrée, plus formelle, en fait, pour tenter de la raisonner, pour qu'elle revoie son projet. Donc il va y avoir ensuite une manifestation vraiment directe aussi de désaccord, voire de désapprobation, pour signifier que le retrait de l'implant n'est pas approprié, n'est pas souhaitable et elles vont fixer un rendez-vous pour recadrer. C'est ce que va m'expliquer aussi, sa médecin qui est censée voir Sophia le lendemain, en rendez-vous. C'est que, elle veut lui expliquer qu'elle n'est pas d'accord et là mobiliser des arguments de type, déjà il faudrait conserver les liens avec les autres enfants, et puis, c'est ce qu'elle me dit aussi, dans l'extrait, que je vous ai mis sur le PowerPoint, heu, de lui dire que, sa dernière grossesse, elle a quand même consommé et cetera. Qu'en fait, le fond de sa pensée, c'est qu'elle, elle n'y croit pas une seule seconde, d'avoir un enfant, quoique la médecin n'y croit pas une seule seconde que ce serait une bonne idée, mais elle ne peut pas lui dire comme ça. Elle va devoir trouver aussi les arguments et les mots, heu, pour, raisonner, Sophia. Voilà, donc ici, il va y avoir des prises de rendez-vous, avec, Sophia, heu et pour moi, c'était aussi, un moyen pour les professionnels de gagner du temps parce qu'il va y avoir cette prise de rendez-vous. Les intervenants savent aussi que Sophia n'honore pas toujours ses rendez-vous et que pour enlever éventuellement un implant, ça passera dans tous les cas par un rendez-vous, médical. Heu, Par contre, là aussi, si après une première prise de rendez-vous, si finalement Sophia vient à ces rendez-vous, qu'elles n'arrivent pas à, la convaincre, de changer d'avis. Par contre, la médecin m'explique que là, en dernier recours, elle exprimera à Sophia le fait que, elle ne veut pas lui enlever son implant et elle l'orientera vers une autre structure et qu'en tout cas, elle ne le fera pas et qu'elle ne peut pas le faire. Sachant que l'orienter, que Sophia a quand même des contacts limités aussi avec d'autres institutions, à part Encareux et Anxapa, où elle semble avoir développé des liens de confiance. Moi, ce qui m'a intéressée, dans ces extraits et dans cette histoire, c'est notamment les critères sur lesquels se basent les professionnels pour formuler au final une évaluation négative de cette demande et même, ce qu'on peut penser de renvoyer aussi, Sophia en dehors du champ de la maternité dans cette situation, précise. Donc il y a des critères, liés, heu, à leurs expériences professionnelles. Il y a aussi une évaluation de la patiente et de son comportement dans le passé, son historique, ses grossesses précédentes, l'expérience aussi, que les professionnels ont de l'accompagnement auprès d'elle. Il y a aussi la situation, socio-économique, actuelle de la patiente et aussi sa situation, relationnelle. C'est ce que me disent les professionnels, c'est que c'est bancal, que de toute façon Sophia, elle va retourner à la rue et cetera et que sa situation, avec, ce mec rencontré dans la rue est bancale. Il y a aussi sa situation, psychique. Il y a un diagnostic donc qui est fait de dire par exemple, assez communément, «Elle est folle» ou «Elle est très carencée» ou «Elle est dans des folies de grossesse». Il y a aussi des critères de santé publique qui vont être mobilisés, mais pas par rapport à la patiente pour le coup, plus par rapport à un danger potentiel pour un futur fœtus, pour un futur enfant. C'est ce que me dit aussi sa médecin Nicole, ne pas vouloir qu'un enfant naisse, mal formé. Et enfin, des évaluations qui reposent aussi, pour beaucoup sur la manière dont les professionnels vont être touchés ou non par une situation, une demande, une personne. C'est-à-dire en lien aussi avec l'écho que ça peut avoir, sur elle et pas qu'en tant que professionnel, mais en tant que personne. Les remarques qu'on me relatait aussi en entrevue, c'était, bah, moi, ce que ça me renvoie en tant que femme, c'est mobiliser, dans le discours cette entre femmes. Mon psychologue, là, dans une autre situation, mais me parlait, de l'écho transférentiel que ça a pour elle. Il y avait aussi moi, ce que ça me renvoie en tant que maman.
donc une résonance affective, et me dire que depuis que je suis maman, ça joue, et d'utiliser en fait sa propre expérience de la maternité, quoi, c'est qu'en fait sa propre expérience plutôt de la maternité qui va être une source aussi de modification du jugement, de l'évaluation en direction, des patientes, mères. Et pour le coup, cette question de la maternité et des enfants est une question qui va à chaque f pas à chaque fois, mais très souvent susciter des tensions liées au fait il y a la vie d'un enfant en jeu et qui serait une sorte de pilier, moral, et émotionnel, et qui génère, bien sûr, des tensions dans l'accompagnement. Qui est le ou la patiente? Un fœtus, un enfant ou la patiente? Et que là, dans ce cadre-là, en tout cas de Sophia, on peut penser que le care aussi, du moins une partie, se déplace sur un potentiel éventuel enfant. Voilà, donc un des points que je trouvais intéressant aussi, c'est dans le fait qu'auprès de Sophia, les professionnels donc vont mobiliser certains critères, certains arguments pour motiver leur, réprobation à cette demande, pour motiver un refus, et qui vont être donc, par exemple des critères de plus de santé publique, des renvois ou des rappels à son histoire, à ses actes, sa situation actuelle, et cetera. Mais aussi, et c'est ça aussi moi qui m'intéressait pendant les entrevues, en coulisses, de voir qu'il y a d'autres éléments aussi qui entrent en jeu pour ces évaluations. C'est-à-dire que pour les professionnels, il y a aussi un volet plus personnel, plus émotionnel, lié à leurs propres histoires et à ce que ça leur renvoie à elles. Et ce référent aussi féminin qui est mobilisé, entre femmes, entre mères, on a pu me dire aussi voire entre grand-mères, ce que ça me fait. Ce qui m'amène donc au travail émotionnel que les professionnels, réalisent en actes. Travail émotionnel, donc je vous ai mis une définition de Hochschild qui est, qui consiste à une modification des émotions et des sentiments, une gestion émotionnelle à la fois sur soi-même et sur quelqu'un. Donc c'est un travail émotionnel que les professionnels vont devoir, d'une part faire sur elles-mêmes, donc canaliser certaines émotions, des sentiments quand, une situation les touche, en exprimer certaines autres, par exemple à Sophia. Elles vont pouvoir utiliser l'humour, se mettre en colère à certains moments, ne pas se mettre en colère, dépendamment aussi du lien qui est tissé avec la personne. Il faut pour ça, évidemment, que ça s'inscrit dans un jeu, mutuel, de connaissances mutuelles aussi. Donc à quoi sert ce travail, émotionnel? Pour moi, c'est aussi une forme, d'enrobage du message, un message qui vise à dissuader, du moins à ne pas encourager Sophia dans son projet, et ce, sans paraître trop jugeante. C'est une mise en scène émotionnelle qui est importante, pour maintenir au final et préserver le lien avec la patiente et le suivi. Et là, pour moi, le travail émotionnel, et c'est une hypothèse, peut être un levier aussi au niveau professionnel, comme un aiguillage dans un contexte de tension et d'incertitude entre accompagnement de la patiente, réduction des méfaits, responsabilité et éthique professionnelle, définition et limite de son rôle, de ses émotions, de ses sentiments, le fait d'être touché par des situations. Donc de ce mix. En fait, c'est au final, à l'issue de ce travail émotionnel que là, les professionnels estiment être en droit de choisir à la place de la personne, mais sans perdre le lien. Voilà, donc ça, c'est aussi à creuser. Je me demandais même si, en fait, le travail émotionnel, pourrait pas être, comme une ressource clinique, en fait, inclus dans le travail, de manière pas toujours visible, qui sert aussi à aiguiller les catégorisations, les modalités de réponse que l'on fait à des situations, bref, à l'évaluation. Ici, concrètement, ça permet de montrer aussi que c'est pas une bonne idée, et ça participe aussi à définir les contours de la maternité dans ce contexte-là, et qui est aussi un contexte de précarité et d'usage de drogue. En plus synthétique, heu, plus précisément, les émotions, donc dans notre cas là, pour moi, servent à intervenir sans perdre, le lien, donc jouer un filtre donc dans les relations, être un outil. C'est un auteur, Julien Bernard, qui dit que le jeu émotionnel peut être utilisé, stratégiquement aussi par ceux qui ont le plus de pouvoir pour atteindre leur but. Et en 3 aussi, s'aiguiller quand des normes s'entrechoquent. Donc c'est ce que je vous disais,
accompagner une patiente ou un fœtus, maintenir le lien, faire de la réduction des méfaits, s'adapter, négocier avec ses propres limites. Donc, rendre compatibles plusieurs types de normes dans un contexte de tension parfois inextricable. Donc voilà pour faire un gros résumé. Moi, ce qui me semblait intéressant par ce cas illustratif, c'est de questionner ces dimensions émotionnelles et personnelles qui font aussi partie de l'accompagnement et de s'intéresser à ce travail émotionnel dans un contexte où l'accompagnement est défini comme basé sur des préceptes et des normes professionnelles d'intervention sociale, de santé publique, de réduction des méfaits, sans forcément toujours intégrer les dimensions plus personnelles et donc personnaliser dans ce sens là, de l'accompagnement en fait. Et ici de femmes auprès d'autres femmes en situation aussi de précarité. Donc pour conclure et élargir les questionnements, en pratique, la question du travail émotionnel, de la gestion émotionnelle sur soi, sur les autres, m'intéressait aussi en termes d'effets. Et c'est à creuser d'une part pour les professionnels, il me semble, parce que sur les 3 mois et demi passés dans la structure, j'ai pu voir qu'il y a eu quand même des situations, de tension forte, qui touchaient, notamment par rapport à des enfants, des situations de précarité importantes, un burn-out, une personne qui pleure en réunion, 2 personnes qui sont parties et qui ont complètement changé de métier, des psychologues qui eux-mêmes, font des suivis psy, voilà, bon. Il y a d'autres éléments structuraux et méso-organisationnels, très certainement et c'est à inclure, mais ça me semble potentiellement intéressant aussi en termes de lecture par le travail émotionnel. Et aussi du côté des patientes, les effets de ce travail, émotionnel. Là, de voir son choix aussi remis en question, de se voir, anticiper, du moins du côté des professionnels, une possible maltraitance pour, ses prochains, futurs enfants, hypothétiques. Donc ce renvoi de cette image en dehors de la maternité et parce que l'expression des émotions va donner un signal aussi, une balise quant aux règles, de sentiments appropriés. Là aussi, c'est une expression d'Hochschild, c'est-à-dire une balise normative aussi des actions et réactions appropriées à un moment T dans une situation, donnée. Là, les expressions émotionnelles des professionnels donnaient une indication à Sophia si son comportement est adéquat, aussi discréditable. Bref, sur ce point, c'était plus pour ouvrir et mettre en avant aussi que, les émotions s'inscrivent, dans des relations de pouvoir aussi, présents aussi dans des contextes, d'intervention sociale et de service. Voilà, mais c'est des pistes et c'est à creuser, des hypothèses, à discuter. Très bien, mais merci beaucoup. Donc là aussi, très intéressant et je pense que ça intéresse au moins autant les chercheurs que les professionnels. J'ai cru voir qu'on avait quand même pas mal de professionnels dans les 42 participants, ce qui est pas mal. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à… Est-ce que ça résonne par rapport à certaines expériences d'entre vous? Est-ce qu'on prend une question de votre part? Véronique Latour. Oui, Je alors souhaiterais allez-y. réagir à cette présentation. Alors, je suis la directrice générale de la CASE qui gère entre autres un CARUD avec une forte activité. Aussi, une unité périnatalité addiction. J'ai été assez étonnée de cette présentation parce que pour moi, elle interroge d'un point de vue éthique fondamentalement le droit d'un professionnel à exprimer son avis personnel sur le choix d'un patient et son choix de vie. Bon, alors, en termes d'émotions, j'ai l'habitude des équipes qui ont, et c'est normal, c'est des humains, ils ont des émotions qui leur sont propres, ça se gère normalement en analyse des pratiques, ce genre de choses, pour s'interdire d'instiller son propre jugement personnel dans la prise en charge des personnes. Voilà, donc je ne sais pas si je suis la seule à être très étonnée d'un point de vue éthique des réactions qui ont été présentées et que ce ne soit pas interrogé du point de vue de l'éthique fondamentalement surtout et du droit des usagers à disposer d'eux-mêmes. Vous voulez répondre, Maya? Et en fait, là, de manière où je l'ai présenté aussi, c'est qu'il y a des choses qui m'ont été dites en entrevue et qui n'étaient pas forcément aussi dites à la patiente, mais c'était plus, c'est justement ce travail émotionnel aussi, ça va être de pas forcément dire frontalement
à la personne ou à la patiente, bah, voilà, c'est ce qu'elle me disait à un moment ce médecin, de ne pas lui dire, «Bah, je pense que tu fais n'importe quoi». C'est d'arriver à mobiliser d'autres aussi, d'autres critères plutôt et pour essayer de la convaincre. Mais en négociant soi-même justement avec, bah, ses propres émotions et son travail émotionnel. Le médecin s'est quand même autorisé à refuser de retirer l'implant lui-même. C'était en dernier recours. C'était, elle ne voudra pas le faire si jamais elle insiste. Mais avant, justement, il y a aussi d'autres stratégies qui sont mises en œuvre, plutôt de dire, bah, voilà, non, je vais prendre rendez-vous avant, on va prendre rendez-vous, on va se voir, sachant que la personne ne vient pas souvent, etc. Et en dernier recours, ce sera l'orienter vers une autre structure éventuellement. Si vous permettez, moi aussi j'ai une question rapide hein, dans la même lignée. Et juste une question d'ordre factuel. Hein. Juridiquement, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont le droit est-ce que c'est une pratique qu'on peut qualifier comme à la limite du droit ou totalement légale ou est-ce que voilà, qu'en est-il concrètement quoi? Est-ce qu'il y a des dispositions qui encadrent la prise en charge des personnes vulnérables, notamment dans ce type de situation? Que dit le droit finalement sur ce cas d'espèce, par exemple? Ça, je n'ai aucune idée. Ah d'accord. Okay, désolé. Non, je ne sais pas du tout si. Bah, en fait, c'est aussi que, en théorie, c'est des structures qui accompagnent le patient en réduction des méfaits. Donc, en fait, c'est aussi ce tiraillement dans le cadre des femmes qui me semble intéressant ou de la maternité, entre ce dilemme aussi et cette tension entre réduction des méfaits, s'adapter à la patiente, s'adapter à son calendrier, ses objectifs. Et là, on est dans une situation où aussi, bah, il y a un enjeu. Une mission aussi de protection de l'enfance ou une mission, un dilemme entre qui est justement le ou la patiente dans ce cas-là. Mais là, j'ai une réponse juridique. Dans le droit français, il n'y a pas d'existence du fœtus. Le fœtus n'est pas une personne dans le droit français. Si je vous le dis de façon très assurée, c'est parce que j'ai fait des recherches assez récentes sur la question. Donc il n'y a personne à protéger, c'est ça? Voilà, il n'y a pas de personne à protéger, en l'occurrence. Par exemple, on ne peut pas faire une hospitalisation d'office pour une femme enceinte dont on estimerait qu'elle mettrait en danger son enfant à naître. Alors, il y a une jurisprudence à je ne sais plus combien de semaines, mais donc, a fortiori, le désir d'enfant, on ne peut pas intervenir dedans. Non, on ne peut pas intervenir frontalement, mais justement, on peut dissuader ou faire comprendre à la personne que ce n'est pas une bonne idée, lui donner rendez-vous, l'orienter. Je trouve ça anti-éthique, personnellement, mais bon. Et Madame Latour, est-ce que ça arrive des fois que des personnes prises en charge, hein, c'est-à-dire des usagers du service, entérinent des actions en justice contre la structure parce que voilà, on les a pas accompagnés ou... Non, ça n'arrive pas, mais nous accompagnons les gens dans leur trajectoire et dans le choix de leur trajectoire. Alors, on pense qu'on veut leur trajectoire, hein, mais par contre, on se doit d'accompagner au plus près des personnes. C'est pour ça que moi, ça m'interroge plus d'un point de vue éthique que de point de vue de l'émotion. L'émotion, elle est normale. Il est normal de s'interroger sur est-ce que c'est bien pertinent que cette personne veuille un enfant de plus, mais ça relève du jugement individuel et ça ne relève pas de l'accompagnement professionnel. Après, si je peux me permettre une remarque, évidemment, la prise en compte de l'éthique est très importante, mais là, Maya a axé sa présentation sur le travail émotionnel et la gestion des émotions. Et après, évidemment qu'il y a les règles et il y a ce qui est formel, mais il y a aussi toutes les pratiques informelles, tout ce qui joue dans les interactions individuelles. Et voilà, pour faire une thèse à Bordeaux sur les femmes consommatrices et vendeuses de drogue, ce genre de représentation, de conflit entre émotions et impératifs professionnels peut très bien avoir lieu dans n'importe quelle structure qui vient aider dans la prise en charge aux usagers. Et l'expression des émotions peut rentrer en conflit justement avec les règles éthiques et déontologiques. Et c'est là qu'est tout l'intérêt, je pense, du travail de Maya sur cette question. C'est de montrer comment il peut y avoir des conflits internes au sein d'un individu entre ce qu'il doit faire et ce qu'il pense, et aussi des conflits internes des fois au sein des équipes de travail, parce que j'imagine, Maya, c'était ma question, que ces thématiques peuvent générer des débats et des tensions peut-être au sein des équipes de prise en charge. Et ben, en fait, il y a plusieurs situations, mais oui,
En fait, on voit, c'est l'intérêt aussi de pouvoir assister à des réunions cliniques, c'est qu'il y a des situations qui vont faire consensus, d'autres pas du tout, d'autres un peu moins, et qu'en effet, il y a, comme tu le disais, Sarah, qu'il y a tout ce qui est pratique officielle et de son rôle, à des critères beaucoup plus informels et qui passent aussi par la connaissance et le lien qu'on a avec la personne et de son histoire. Là, c'est une personne que les professionnels connaissent bien, qui a l'habitude de venir souvent à la structure et que c'est pour ça qu'elles estiment pouvoir se permettre aussi de manifester leur avis en fait sur la question, mais Alors, en mobilisant des critères aussi de santé publique, quoi. Alors, il y avait une question un peu méthode. Donc là aussi, ça intéresse aussi sur la manière dont, autour autour des émotions, comment est-ce qu'on fait un travail de thèse qui est basé sur un objet un peu vaporeux, fluide, complètement, voilà, qui est étrange, qui est compliqué voilà, qui s'appelle les émotions. Comment concrètement, est-ce qu'on fait? Alors moi, à la base, mon travail de thèse porte pas sur les émotions. C'est une des dimensions qui m'intéressait et qui est plutôt ressortie, de mon terrain quand, en fait, là, je suis à l'étape d'analyser mes données et c'est quelque chose qui m'a pas mal, marquée. Après, bon, il y a toute une littérature en sociologie des émotions que je vous invite, à voir, notamment je parlais de Julien Bernard. Mais concrètement, moi, c'est plus dans l'analyse aussi que j'ai déjà à l'étape de mes questionnaires, il y a vraiment, des questions que je posais, très concrètement de: voilà, j'ai vu telle situation, tu as réagi de cette manière, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, comment? Qu'est-ce que ça t'a fait? Pourquoi avoir pris cette décision? Pourquoi avoir réagi de cette manière? Et qui font appel au champ des émotions ou de poser même des questions, voilà, tu me dis que cette situation te touche, pourquoi ça te touche? Quoi, c'est vraiment dans les questions, voilà. Il y a aussi dans l'observation qu'on peut, constater, d'émotions, le fait que certains professionnels utilisent, dans tel type de situation, toujours un peu les mêmes mécanismes. Ça va être par exemple de l'humour pour essayer justement d'enrober des messages. Et après, il y a toute la partie plus analyse pour le coup, où là, on peut s'intéresser aux émotions en reprenant ces verbatims et en faisant un travail d'analyse avec cette grille de lecture. Enfin, je ne sais pas si ça répond. Très bien. Alors moi, j'ai une petite question. Parce qu'en fait, j'aimerais bien savoir à la fin de l'histoire. Est-ce qu'elle a eu un enfant ou pas? Parce que c'est ça qui compte. Parce qu'en La fait, fin de l'histoire. on peut lui dire tout ce qu'on veut, mais si en bout de course, elle fait ce qu'elle veut, C'est aussi ce que disent les professionnels, c'est que, bon, au voilà. final, si elle veut avoir un enfant, de toute façon, elle l'aura. Mais Voilà. justement, pour moi, d'avoir ce discours de dire elle l'aura, en fait, en amont, on peut voir aussi qu'il y a quand même ce travail de dissuasion qui peut avoir des effets, comme le fait d'orienter vers une autre structure alors qu'il y a un lien à ce moment-là assez fort. Et au final, la fin de l'histoire, c'est que la personne ne va pas venir en fait à son rendez-vous avec la médecin. Et donc ça aussi, ça permet de gagner du temps quelque part parce que si finalement elle, après en avoir discuté quand même de façon informelle, même à l'accueil, mais avec son éducatrice, etc., elle reste sur cette idée, on reprend un rendez-vous pour en reparler. Puis après ce rendez-vous, ça sera prévoir un rendez-vous pour retirer l'implant. Donc c'est aussi… Non, parce que Après, du coup, cette personne, après, moi, j'ai terminé mon terrain, mais elle n'est pas venue assez. non, parce que je vais me faire l'avocat du diable. Que des éducs disent attention, là, peut-être que tu devrais réfléchir, tu vas peut-être faire une connerie, tu vas peut-être regretter toute ta vie, peut-être que ça aura des conséquences désastreuses pour toi. C'est un peu leur job quand même de faire ça, les éducs, hein. Donc Pardon. après, eux, ils sont dans leur job. Après, elle est dans sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est aussi la rencontre entre des trajectoires qui sont des trajectoires professionnelles, du travail, aussi du travail d'éducateur. Voilà. Après, il y a des manières de faire, il y a des bonnes manières de faire, et ça n'empêche pas. Mais, et puis après, des trajectoires individuelles où, au fond, on a des gens
voilà, qui vont faire telle ou telle chose, voilà, indépendamment de ce que les structures pensent de leur comportement et même de la pression un peu symbolique, légère, des formes d'incitation plus ou moins lourdes que ces institutions vont pouvoir opérer sur les personnes. On sait très bien que ça marche très partiellement. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'aurais Oui, une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. on vous Oui? entend très bien. Ok, Oui, on super. t'entend, Nicolas. Ok, merci. Du coup, je voulais aussi, ça tombe bien, je voulais aussi réagir par rapport à votre dernière remarque sur le fait que ces intervenants donc, de terrain et donc des intervenants de proximité font leur job quelque part. Alors, j'aurais une question à ce niveau-là. Oui et non, c'est-à-dire que si on considère que leur job est une forme de reproduction sociale des normes associées à la maternité, associées à la parentalité, oui, effectivement, ils font ça, mais quelque part, je suis étonné que la dimension militante n'apparaisse pas du tout dans les discours et qu'à aucun moment, le droit fondamental à disposer de son propre corps, même si c'est d'une manière qui n'est pas acceptable du point de vue des normes sociales, de la parentalité, je ne comprends pas comment ça se fait que ce point n'est pas du tout accepté ou n'est pas du tout abordé. Par exemple, les consommations des femmes enceintes, ça doit être l'un des éléments de clé de voûte de ces questions-là qui sont traitées au sein de Sexapa. Et pour autant, ça semble passer à l'as complètement. Et le discours que tient cette dame, alors ok, je vois d'où il vient, euh, il est cruellement commun, voilà, c'est ça, il est cruellement commun pour peu que ce soit des professionnels de proximité qui travaillent auprès d'un public qui doit être en permanence en lien avec ces questions-là, de la parentalité, des difficultés que ça peut gérer. Et donc, là où je suis très étonné, c'est de voir un discours au final très mainstream et du coup très santé publique et au sein de XAPA qui sont à l'origine des structures militantes qui justement se positionnaient en, en contrepoids de ce discours. Et je suis étonné de voir le changement qu'il y a eu entre le discours voilà, des années 90 que portait l'EXAPA et le discours qu'aujourd'hui il porte au sein même de ce type de structure. Bah, après, là, moi, je parle vraiment que dans ce cas et cette situation, mais pour moi, il y a une partie vraiment des professionnels qui l'ont, en fait, ce discours militant. Même cette médecin, en fait, ça va être quelque chose qu'elle va pouvoir revendiquer, de dire que elle est elle-même militante, etc. Mais en fait, c'est aussi on parlait de reproduction des normes, c'est pas forcément consciemment vouloir reproduire des normes, mais c'est en être imprégné comme tout un chacun, et que du coup, participer à les véhiculer ou à leur reproduction aussi dans ce sens-là, à les véhiculer dans ces espaces, mais tout en étant à la croisée justement d'un ensemble de normes. Je ne sais pas si c'est ça aussi, toi qui as été dans ces... Merci Maya. Je propose de te poser une dernière question avant qu'on enchaîne sur la présentation de Florent, parce que du coup, dans ta présentation, on a beaucoup parlé des émotions des professionnels du XAPA, mais je me demandais en fait si tu avais pu interroger les émotions de l'usagère en question. Est-ce que cette femme a perçu par exemple les intentions du discours de santé publique? Est-ce qu'elle a ressenti qu'on essayait de la dissuader d'avoir un enfant? Si oui, comment elle l'a pris? Est-ce que tu as pu interroger ses émotions sur cette question-là, puisque c'est quand même la principale concernée? Bah, justement, c'est pour ça que j'ouvrais là-dessus dans la présentation, sur les effets sur les publics. C'est que moi, j'étais vraiment, à ce moment-là, j'ai été sur... quoi, ma thèse est vraiment centrée sur les professionnels. Et du coup, je n'ai pas pu avoir accès, mais évidemment, à part dans des échanges informels euh, avec, avec, cette, avec cette personne. Ok, merci beaucoup Maya.